Alors bonjour à tous, comme vous le savez sur la chaîne j'aime interviewer des personnes qui ont un parcours inspirant, qui ont une histoire à raconter et qui contribuent à créer un monde meilleur. Alors aujourd'hui je suis avec Super Echo. Salut, comment tu vas? Ça va super, je suis vraiment très content de faire cette interview, merci d'avoir accepté. Avec plaisir. Qui es-tu Guillaume? Qui est Super Echo? Question vague, parce qu'on est plein de choses, mais si je dois me définir par ce que je fais en ce moment, donc du coup je suis un youtubeur, j'ai 28 ans et aujourd'hui voilà c'est mon activité principale et ce que je fais comme tu l'as dit c'est essentiellement des apprentissages. Je fais aussi des défis parfois, je fais aussi des choses parfois plus développement personnel comme j'ai fait une vidéo sur le porno, donc j'essaie finalement de faire des choses qui m'intéressent et qui me plaisent avant tout. Tout en essayant quand même de divertir les gens qui me regardent et de les inspirer. Donc voilà, mon titre en ce moment, voilà, c'est youtubeur, on va dire. Et donc tu apprends plein de compétences, tu te lances des défis, mais à quelle époque est-ce que tout ça a commencé? À quelle époque est-ce que tu as commencé à te passionner pour l'apprentissage de nouvelles compétences? Qu'est-ce qui t'a motivé? Qu'est-ce qui t'a inspiré? Je pense que j'avais toujours eu ça au fond de moi, mais c'était quelque chose que j'avais un petit peu mis de côté pendant longtemps parce que au départ, je me suis dit un peu les chemins traditionnels, tu vois, tu fais des études, tu trouves un emploi, tout ça. C'était un peu ce que j'allais faire comme beaucoup de gens. Et en fait, rapidement, je me suis posé la question du bonheur. Donc, qu'est-ce qui va me rendre heureux? Comment je vais être épanoui? Et j'ai eu un peu une crise de la quarantaine, mais à 20 ans. Et je me suis dit, j'ai pas envie de, faire toute ma vie un boulot qui va pas me rendre heureux. Et surtout, j'avais ce besoin-là du sens, de trouver quelque chose qui avait du sens. Et pour moi, le sens, c'était d'apprendre des choses, finalement de réaliser des rêves, puisque souvent les apprentissages, pour moi, c'est des petits rêves que je réalise, que ça soit l'apnée, le tir à l'arc, c'est vraiment des choses qui m'ont toujours passionné et que j'avais jamais fait. Donc voilà, il y a eu ce truc-là qui était de comment je fais pour être heureux entre guillemets. Donc ça, c'était en 2016. Donc ça a commencé en 2016 la chaîne YouTube. Et en fait, j'avais déjà une liste de choses que je voulais apprendre dans mes Google Drive. Tu vois, j'avais déjà un énorme truc où j'avais noté, je veux faire le parcours, je veux faire de la muscu, je veux faire du tir à l'arc. Donc j'avais une liste assez infinie de choses à faire que j'avais toujours noté mais que j'avais jamais fait. Donc en 2016, je me suis dit, en fait, comment je fais ça? Comment je fais pour m'obliger finalement à réaliser ça, parce que le problème qu'on a tous en fait, c'est qu'on a tous plein d'envies, plein de rêves et qu'on n'arrive pas à agir dessus. Et en fait, j'étais face à ce problème-là et je me suis dit qu'est-ce que je vais faire? Et la solution pour moi, ça a été YouTube, parce qu'en fait, quand tu te lances sur YouTube, tu t'engages finalement un peu avec toi-même envers une communauté, même si au début t'as pas beaucoup de gens, mais tu t'engages finalement et tu te dis je lance une vidéo, je vais pas l'arrêter au milieu. Alors moi en tout cas j'avais ce truc là où je peux pas commencer un truc et pas le finir, donc pour moi ça marchait bien. Voilà, donc ça a démarré en 2016, mais je pense que j'ai toujours été très curieux, j'ai toujours fait plein de sports différents, j'ai toujours tout essayé en fait, mais c'était pas un business et c'était pas une passion, c'était plus juste moi qui était comme ça. Et après c'est la reconnaissance de cette passion, c'est le fait de me dire que c'est mon métier et qui a fait que ça a changé quoi. Super. Alors moi je sais d'où ça vient, mais d'où vient Super Echo? Ce terme-là que tu as choisi. Comment tu le sais, toi? T'as déjà écouté notre interview ou... J'ai écouté la première vidéo que tu as mise sur ta chaîne, une des premières. Ah ok. Tu présentes tout ça. Bien joué. Du coup, tout simplement parce que je suis fan de super-héros, donc en fait, je cherchais un super-héros qui avait, on va dire, un pouvoir lié à l'apprentissage. Et il se trouve qu'il y avait le personnage d'Echo, c'est une femme dans l'univers de Daredevil qui a le réflexe photographique, c'est-à-dire qu'elle peut apprendre des choses uniquement en les regardant. Donc elle peut très bien devenir expert en parcours ou en Krav Maga juste parce qu'elle va voir quelqu'un le faire. Donc c'est quelque chose d'assez impressionnant. C'est ultra grisant si j'avais vraiment ce pouvoir. C'est que après tu peux tout faire en fait. Une demi-heure d'hélicoptère, c'est ce qui suffira au Britannique Stephen Wiltshire pour dessiner Mexico. Cet artiste autiste réalise ses œuvres à partir de sa mémoire quasi photographique. Son dernier défi, immortaliser la métropole mexicaine dans le cadre d'une exposition. Donc j'ai choisi ce super-héros là et j'ai mis la racine devant super parce que voilà, j'adore les super-héros, et j'ai changé l'ordre des lettres pour Echo parce que Echo ça s'écrit normalement E-C-H-O et moi j'ai mis H-E-C-O. Voilà, histoire de cacher un peu la signification quoi. Donc du coup, YouTube, si j'ai bien compris, dans tes débuts, tu as choisi de faire des vidéos. Alors tu étais déjà passionné par l'apprentissage de nouvelles compétences. Tu as choisi de faire des vidéos puisque un engagement public, souvent on dit c'est un engagement qui est renforcé.
donc ça te motivait. Est-ce qu'il y a d'autres raisons qui t'ont donné envie de créer du contenu comme ça sur Internet? Moi, c'est vraiment juste le plaisir de vraiment accomplir mes rêves qui fait que je reste motivé. Parce que si c'était juste dans un délire de se dire tiens, je veux créer une chaîne autour d'un truc qui me plaît un petit peu et qui en plus marche bien aujourd'hui sur YouTube, je pense que j'aurais peut-être pas tenu parce que j'ai passé 3 ans à avoir à peu près 5000 abonnés. Je suis passé de 0 à 5000 en 3 ans, donc ce qui est plutôt très lent. Donc j'avais un côté où si ça me passionnait pas vraiment ce que je fais, j'aurais pas pu être motivé et l'engagement envers le public, il était pas non plus extrêmement fort parce que j'avais très peu de gens qui me suivaient. Donc au début, c'était vraiment juste la pure motivation personnelle qui était que en fait, j'ai pas envie de regretter, j'ai envie vraiment de faire les trucs qui me plaisent et la vidéo qui m'a fait exploser sur YouTube, c'est sur l'apnée et c'était une vidéo hyper importante parce que c'est vraiment un truc que je rêvais de faire depuis longtemps et en plus de réussir à tenir 4 minutes sans respirer, c'était un peu un énorme truc pour moi. Donc il y avait un côté où j'étais passionné par ça et je le suis toujours et c'est ça qui était le plus important dans la motivation de continuer en fait. Ouais, c'est super, je te demande ça aussi parce que j'étais tombé sur un article où les jeunes, les ados, quand on leur demande ce qu'ils veulent faire plus tard, ils disent souvent youtubeur. Mais je pense que c'est pas une fin en soi. C'est ça le truc, en fait. C'est de partir d'une passion, de partir quelque chose qui a un sens pour nous. Et du coup, de créer du contenu avec ça et de partager cette passion, au monde, quoi, aux autres. Et d'ailleurs, tu passes combien de temps à peu près à faire une vidéo? Là en ce moment j'ai des énormes problèmes de PC donc je passe une semaine sur une vidéo alors que je pouvais en passer 2-3 jours. Donc là j'ai fait 2 vidéos récemment, l'écologie et là la self-défense qui va sortir bientôt, qui m'ont pris un temps fou parce que mon ordi rame, mais sinon en temps normal je pouvais être... La tournée ça dépend, ça peut prendre 30 jours tu vois si c'est un apprentissage de 30 jours. Après pour la montée ça peut prendre 2-3 jours. Parce que je vais faire que ça vraiment toute la journée, mais ça vraiment dépend. Ça dépend vraiment des types de vidéos que je vais faire. Mais je sais que je pourrais être plus rapide. Mais tu vois, il y a des vidéos qui prennent 2-3 jours et d'autres parfois c'est une semaine. Et donc c'est assez variable en final. Alors une des questions qui revient souvent aussi, c'est est-ce que là au jour d'aujourd'hui, tu arrives à vivre entièrement de YouTube? Du coup, entièrement, je sais pas comment je pourrais dire ça. Disons que je paye mon loyer et je me nourris normalement, donc ça me suffit. Mais j'ai pas encore une indépendance financière qui me permettrait de vraiment être à l'aise. Donc c'est dû notamment au fait que j'ai pas encore une assez énorme communauté pour juste me baser sur les revenus publicitaires. Et j'ai pas encore trouvé vraiment le filon ou le business model qui pourrait aller avec ma chaîne. Je suis en train de le trouver. Là, je suis en contact avec quelqu'un en ce moment. On est en train de travailler un truc qui va être annoncé d'ici la fin d'année, qui pourrait être enfin mon business model qui pourrait fonctionner, tu vois. Mais j'ai essayé Tipeee, j'ai pas trop aimé. J'essaye de vendre des petites choses additionnelles sur les apprentissages que je fais pour aider les gens. J'ai fait un placement de produit récemment avec NordVPN, donc tout ça mixé fait que voilà, je m'en sors, mais je n'ai pas encore atteint le niveau où je peux vraiment être à l'aise et me dire que tous les mois j'ai un revenu fixe. De toute façon, c'est un métier où même si tu gagnes très bien ta vie, c'est quand même assez fluctuant. Donc c'est pas encore le cas, mais ça va venir et c'est dans mes objectifs en tout cas de 2021 clairement. Alors là, avec le recul un petit peu que tu as sur ta chaîne, comment est-ce que ta chaîne elle a évolué au fil des années? Qu'est-ce que tu as appris sur toi-même et après aussi sur YouTube? Qu'est-ce que ça m'a apporté? Je dirais que ce que j'avais pas avant ma chaîne, en tout cas, c'était la détermination que j'ai aujourd'hui. C'est-à-dire que j'avais jamais été au bout d'un projet, j'avais jamais réussi quelque chose entre guillemets, tu vois. Genre après la notion de réussite, elle est un peu, ça dépend où tu la situes, tu vois. Mais disons que aujourd'hui, j'estime avoir réussi quelque chose dans ma vie, en tout cas, d'avoir une chaîne qui marche bien, d'avoir une communauté, d'être épanoui. Pour moi, c'est une réussite. Après, on peut toujours se dire, toujours plus, tu vois, toujours plus d'abonnés, toujours plus d'argent, effectivement. Mais en tout cas, aujourd'hui, je peux dire que j'ai réussi à titre personnel ma vie entre guillemets. Tu vois, je suis heureux et c'est déjà ça qui est important. Ça m'a apporté ce truc-là de la motivation, de la détermination, de pouvoir aller au bout d'un projet. Ça m'a appris à mieux communiquer, à comment contacter des marques, comment contacter des youtubeurs, comment tu vois se mettre en avant. Ça m'a appris plein de choses sur ça. Ça m'a, je pense, permis d'être plus moi-même aussi d'une certaine façon parce que du coup, tu peux pas
être quelqu'un d'autre sur YouTube, il faut que tu sois authentique pour que ça fonctionne. Donc ça m'a forcé à tu vois, être plus à l'aise avec moi-même, avec mon image. Et donc ça m'a, ouais, c'est pas une solution miracle de devenir youtubeur si t'as des problèmes, hein, mais moi, en tout cas, ça m'a apporté plein de choses cool. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, faire un défi hors YouTube, c'est difficile parce que j'aime bien le fait vraiment d'avoir un truc où je vais me filmer, où je vais voir ensuite le résultat. Et donc c'est vrai que des fois, je fais des défis un peu pour moi-même du côté, mais je suis en train de me dire, est-ce que j'en fais une vidéo? Donc et là, typiquement, en ce moment, je suis sur le défi tout l'hiver en t-shirt. Donc ça, typiquement, je vais en faire une vidéo. Mais voilà, maintenant, les défis, c'est devenu un truc où j'ai envie de faire ça toute ma vie, quoi. Et je trouve ça, en fait, c'est ça qui est excitant. Et parce que j'aime pas la routine et j'aime pas faire tout le temps les mêmes choses, quoi. Alors on va parler aussi dans quelques instants un petit peu de la zone de confort, quoi. Comment sortir de sa zone de confort, arriver à se lancer un défi, faire le premier pas, quoi, qui est parfois difficile. Mais juste avant, dernière question un peu par rapport à YouTube, c'est quel conseil est-ce que tu aurais à donner à une personne qui nous écoute, qui regarde cette vidéo et qui aurait envie de lancer sa chaîne mais qui hésite un petit peu, quoi. Je sais pas, elle peut être passionnée dans un domaine, mais le fait de se filmer et tout, peut-être qu'elle hésite un petit peu. Quel conseil tu aurais à lui donner peut-être pour franchir le pas? Sur YouTube, c'est un peu comme sur tous les domaines artistiques, on va dire, c'est que tu dois pas passer trop de temps à te poser la question si tu dois te lancer. C'est-à-dire que les questions de est-ce que je vais être à l'aise, les questions de ah mais je sais pas faire du montage, les questions de j'ai pas de bonne caméra, en fait c'est des limitations et qui vont être en fait assez rapidement détruites du moment où tu vas essayer, dans le sens où oui, peut-être tu vas pas faire des super montages à ta première vidéo, mais en fait si tu le fais pas à ta première vidéo, tu pourras pas t'améliorer. Donc c'est un peu obligé de ce truc-là, de se déconnecter un peu des questionnements et plutôt de se dire est-ce que j'ai vraiment, en fait il faut vraiment juste te demander est-ce que j'ai vraiment envie de le faire. Et dans ce cas-là, si tu as vraiment envie de le faire, fais-le en fait. Et après, toutes les questions techniques, elles vont... De toute façon, si tu es motivé et curieux, tu vas chercher à t'améliorer sans cesse. Donc le seul conseil, c'est juste de le faire si vraiment ça t'intéresse et pas passer 3000 ans à te poser des questions techniques en fait. Je pense que voilà, c'est assez basique comme réponse, mais en vrai, c'est comme ça que ça marche pour tout le monde, pour tous les métiers artistiques, les acteurs, les chanteurs. Au bout d'un moment, ils passent par un moment où ils sont nuls en fait. Donc voilà, tu vois, t'as regardé ma première vidéo où je présente mon concept, y a pas de décor, le micro est pourri. Vous êtes sur ma chaîne YouTube The Echo Experiment, l'expérience Echo si vous n'êtes pas anglophone. Et si Echo ne vous dit rien, à part des bruits qui se répètent, c'est normal. C'est rythmé bizarrement. Voilà, si je l'avais pas fait, en fait, j'aurais pas pu me dire ah oui, il y a des trucs qui vont pas bien dans cette vidéo, quoi. Donc c'est tout simple. En fait, il faut juste se poser la question est-ce que c'est vraiment important pour moi de le faire, ou est-ce que c'est juste parce que les copains ils me disent que je devrais faire ça, ou est-ce que c'est parce que j'ai envie d'être famous. Bon, ça c'est pas pour moi des vraies motivations, mais si c'est un vrai truc, tu vois, pur et authentique au fond de toi, vas-y. De toute façon, le reste, on verra bien, quoi. Ouais, super, se faire un premier pas et pas trop se poser trop de questions, quoi. Ouais, c'est ça. Ouais, je vois, parce que c'est aussi un piège. Enfin, moi, je le reconnais chez moi. Hein. J'ai déjà remarqué ça. C'est le fait de vouloir être parfait dès le début. Mais du coup, c'est un peu une excuse pour ne pas se confronter à la peur de faire la chose, quoi. Ouais, ça, le truc du perfectionnisme, moi, je l'ai aussi. Hein, mais c'est vrai que ça m'a appris ça aussi YouTube. C'est que des fois, des vidéos, je les trouvais vraiment pas parfaites avant de sortir. Mais je me disais, tant pis, elle sort, quoi, tu vois. Et je me disais, j'ai ma deadline et voilà, j'essaierai d'améliorer sur les prochaines. Et finalement, le processus de perfectionnement, il va se faire sur l'ensemble des vidéos, pas sur une vidéo. C'est-à-dire que tu la montes, tu la tournes, tu la montes, elle est pas parfaite, tu notes ce qui est pas parfait, mais tu la sors quand même. Et c'est sur la prochaine que tu te dis ah oui, la dernière j'avais fait ça qui allait pas bien, donc je vais quand même essayer d'améliorer sur la suivante. Et finalement, le perfectionnisme, c'est bien quand même, puisque ça te permet de t'améliorer, mais on va dire c'est sur le long terme, c'est sur l'ensemble des montages ou des vidéos que tu vas faire. Alors avec toutes les compétences que tu as apprises, avec toutes les expériences que tu as vécues, quel est ton meilleur souvenir ou les meilleurs souvenirs que tu as de ces expériences? Alors du coup, c'est difficile d'être précis parce qu'il s'est passé beaucoup de choses sur les 100 vidéos, mais il y a eu des vidéos qui m'ont peut-être plus marqué que d'autres. Par exemple, tu vois, quand j'ai appris à grimper les arbres avec Léo Urban, qui est devenu un ami,
Donc c'est à la fois, tu vois, je suis allé à Andorre, donc dans une superbe forêt, donc il y avait un côté nature qui était incroyable. J'ai rencontré quelqu'un qui est devenu un ami, donc il y a eu aussi un côté affectif. Et en plus, apprendre à grimper dans les arbres, c'est un truc qui est très lié à l'enfance, qui est très animal aussi, donc c'était une superbe expérience. J'ai fait une vidéo sur la langue des signes où j'ai vraiment surkiffé, quoi. J'aurais vraiment limite pu arrêter ma chaîne pour faire que ça et devenir bilingue, tu vois, tellement je kiffais. Et j'ai rencontré des gens et c'était vraiment une expérience vraiment aussi touchante, tu vois, à vivre. Donc voilà, j'ai fait une vidéo qui remonte à longtemps et qui n'était pas vraiment un apprentissage, mais j'ai nagé avec les dauphins. Donc c'était aussi un truc que j'avais nommé, tu vois, j'apprends à nager avec les dauphins. Donc c'était aussi une super expérience voilà, pour moi c'était le truc le plus fou que je rêvais de faire. Et puis qu'est-ce qu'il y a eu d'autre? Il y a eu le piano aussi. Il n'y a pas de bonne musique, il n'y a que des mauvaises interprétations. Allez, avec toutes les fesses en plus. Et puis il y a aussi le fait de simplement réussir à jouer du Chopin, c'était un truc absolument dingue pour moi. C'était vraiment parmi les compétences les plus marquantes ou les plus belles que j'ai pu faire, quoi. Qu'est-ce qui t'a demandé le plus de travail en compétences? Qu'est-ce qui a été le plus difficile à apprendre? Piano, forcément. Alors c'était pas difficile, mais c'était beaucoup de rigueur, donc c'était vraiment tous les jours. Pendant 3 mois, j'ai fait que ça. Donc c'était vraiment intensif, mais c'était pas forcément dur dans le sens où ça a été assez fluide justement parce que j'étais régulier et que j'avais un bon prof. Et après il y a eu le wheelie, il y a eu l'apnée, toutes les compétences. En fait, beaucoup des vidéos que j'ai faites qui étaient assez longues et qui ont fait pas mal de vues ont été des vidéos qui ont demandé beaucoup de travail. Et beaucoup de remise en question, d'aller poser des questions à des experts, de réessayer. Donc voilà, ça fait partie des compétences les plus dures que j'ai pu faire. Comment gères-tu l'échec du coup? Parce que forcément, quand tu apprends quelque chose, il y a des essais, il y a des erreurs, jusqu'à temps que ça marche, quoi. Ouais. Après, il n'y a pas vraiment d'échec dans l'apprentissage, puisque c'est juste normal que tu rates un truc. En fait, c'est un processus. Donc moi, je vois pas l'échec en fait dans ce que je fais. Et justement ça, c'est aussi ce que m'a appris YouTube et le fait d'apprendre plein de choses, c'est que je me suis, la notion d'échec a disparu finalement. Tu vois, c'est plus, il y a plus, toi si j'arrive pas à faire un truc pendant 2 jours, je suis pas là en mode c'est un échec, c'est plutôt en mode ah oui, donc là il y a un truc qui bloque, donc faut que je trouve une solution pour débloquer le truc. Donc pour moi, la notion d'échec n'existe plus trop dans cette dimension-là de l'apprentissage. Après, l'échec peut toujours exister dans la vie, quand il t'arrive des trucs que tu peux considérer comme des échecs ou pas. Hein. Mais en tout cas, dans l'apprentissage, il n'y en a pas pour moi, en tout cas, d'échecs. Mais tu vois, ça peut peut-être te paraître normal, tu vois. Mais en même temps, il y a certaines personnes qui ont du mal à apprendre certaines choses parce qu'il y a la notion d'échec qui est là et alors que c'est le processus, quoi. On est d'accord, ça fait partie du processus. Et en même temps, je trouve ça très intéressant. Donc, tu vois pas l'échec, toi. Quand tu apprends quelque chose que ça marche pas, tu te dis, ok, là, il y a un truc qui cloche. Comment je peux le transformer, quoi. Ouais. Après, forcément, tu ressens de la frustration. Tu peux ressentir de la déception. Tu peux être un peu déprimé. Tu passes par une phase qui est pas agréable, ça c'est sûr. Je vais pas dire que je ne ressens jamais de sensations négatives, mais c'est juste qu'au moment où je les ressens, je me dis juste demain ça ira mieux, et c'est souvent le cas aussi. Hein. Des fois quand ça marche pas, c'est que ton cerveau a besoin du temps pour en fait ancrer l'apprentissage, le temps de former des connexions neuronales. Donc la pause aide beaucoup aussi à progresser des fois. Donc voilà, c'est juste ça à prendre en compte. Et est-ce que le fait d'apprendre diverses compétences d'affilée et de plus en plus, est-ce que ça te facilite à apprendre plus rapidement? Tu vois, parce que par exemple, quand j'étais, je devais avoir 13-14 ans quand j'ai commencé la magie, parce qu'aujourd'hui je suis magicien professionnel, mais au début, je me suis dit, mais jamais j'y arriverai. J'avais vraiment des croyances limitantes comme ça qui venaient me barrer la route, et j'essayais de faire un truc, tu vois, genre de mélanger un jeu de cartes. Les cartes tombaient, elles tombaient. Et je pense que j'aurais pas eu vraiment cette passion pour ça. Au bout d'un moment, j'aurais arrêté parce que je me serais dit, c'est pas possible, quoi. Donc, en revanche, ce qui s'est passé, c'est que plus j'ai appris de choses, plus du coup, c'est devenu, en fait, il suffit juste peut-être d'un essai de plus. Si ça marche pas là, c'est peut-être la fois d'après où ça va fonctionner.
Donc du coup, est-ce que tu as remarqué que dans tes apprentissages, à force d'apprendre de nouvelles choses, bah, tu arrivais à apprendre plus vite et tu avais moins de barrières? Est-ce que ça t'a fait ça ou pas? Apprendre plus vite, je sais pas. Avoir moins de barrières, oui. Dans le sens où du coup, t'as plus de pensées limitantes concernant l'échec, concernant le fait de se dire j'en suis pas capable. Moi, il y a aucune chose quasiment aujourd'hui où je me dis je suis pas capable. Même si je peux avoir un peu d'appréhension, par exemple, si tu me dis apprendre le chant, un truc que je vais faire. Là aujourd'hui, je pense et j'ai une pensée limitante comme quoi je sais pas chanter, tu vois. Alors que c'est peut-être pas vrai et que c'est juste dans ma tête. Donc je peux avoir toujours des notions comme ça dans la tête, mais ça va pas du tout m'empêcher de le faire pour le coup. Ça va justement être un moteur où je vais me dire ok, j'ai cette pensée limitante, mais je suis sûr que je vais pouvoir la casser et qu'en fait je vais pouvoir chanter. Donc le fait d'avoir appris plein de choses, c'est sûr que clairement j'ai plus de limites sur ce dont je pense être capable. J'ai vraiment dès qu'on m'envoie une proposition ou qu'on me dit ça te dirait pas d'apprendre ça, je fais bah oui, j'ai déjà prévu en fait, parce que je me dis il n'y a pas de limite à ce que je pourrais apprendre, et le piano en est une preuve, parce que je me pensais absolument nul en musique et en piano, donc je partais avec une pensée limitante et j'ai réussi. Donc ça a été une nouvelle preuve pour moi que en fait il n'y a rien que je pourrais ne pas apprendre. Mais la seule chose qui va jouer, c'est est-ce que ça me passionne. Si la compétence me passionne pas et qu'en plus j'ai une pensée limitante, c'est sûr que je vais pas y arriver. Et ça, c'est pas grave, ça fait partie des choses. Il y a des choses qui m'intéressent moins forcément. Même si je suis très curieux, il y a encore des trucs où je me dis bon bah ça, pas trop quoi. Mais voilà. Et après apprendre plus vite, pour l'instant j'ai pas l'impression que tu peux accélérer l'apprentissage, dans le sens où l'apprentissage doit prendre le temps qu'il doit prendre, dans le sens où tu vois le piano. 3 mois, c'est rapide, mais en même temps c'est pas rapide. Tu vois, on pourrait dire t'aurais pu le faire en 2 semaines. Mais je sais pas, moi j'ai pas l'impression qu'on puisse accélérer. Je pense qu'on peut améliorer, on peut mieux comprendre le processus, donc limiter certaines barrières. Et peut-être que par conséquent ça accélère quand même, mais c'est pas un truc magique où t'apprends 100 trucs et puis après ça y est, tous les trucs sont plus faciles. Par contre, si tu apprends par exemple le lancer de couteau et après le lancer de shuriken, oui, tu vas apprendre plus vite le lancer de shuriken parce que c'est des compétences qui se relient. Donc effectivement, il y a des liens comme ça. C'est typiquement quelqu'un qui va être très bon en musique, qui sait faire déjà de la guitare, du piano, s'il va prendre le ukulélé, il va être plus rapide. Donc effectivement, il y a quand même un lien par rapport à ça. Mais pas par des compétences qui n'ont rien à voir. C'est pas parce que tu as appris 100 trucs sur le combat et qu'après tu fais de la flûte que tu vas être fort en flûte, tu vois. Il faut quand même qu'il y ait un peu un lien entre les compétences. Donc pour répondre, il y a oui et non un peu dans la réponse, quoi. Est-ce qu'on apprend plus vite, quoi. Et du coup, tout à l'heure, tu disais que ça t'a permis de développer ta motivation, ta persévérance. Est-ce que ces apprentissages t'ont apporté d'autres choses au niveau personnel, tu vois? Bah forcément, un peu de confiance en soi, un peu le fait de fierté de pouvoir faire des choses et de pouvoir aussi les partager. Après, tu vois, la langue des signes, ça t'ouvre ça te crée l'opportunité de faire des rencontres. Le piano, ça te permet, je sais pas, bon ça c'est pas le cas, mais ça pourrait te permettre de faire des spectacles, donc tu vois, de faire aussi des rencontres ou d'autres choses comme ça. Apprendre le parcours, moi ça m'a permis de développer mon physique aussi, de connaître mieux mon corps. Finalement, chaque compétence va apporter des petites choses, que ce soit intellectuel, physique ou tu vois, je sais pas, peut-être le Rubik's Cube, ça t'apporte un peu de dextérité ou de travail mental. Donc chaque compétence finalement va t'apporter des choses, et notamment aussi les défis que je fais, comme le défi sans sucre. Tu vois, j'ai arrêté le sucre, donc c'est un truc que j'ai vraiment arrêté. Je fais pas juste des défis pour faire une vidéo et après je recommence, parce que c'est ce qu'on voit aussi beaucoup des fois sur YouTube. C'est juste des défis parce que c'est rigolo, mais moi c'est des défis que je fais vraiment pour moi et que j'ai envie de continuer après. Tout comme la pornographie, pour moi, arrêter de consommer du porno, c'était pas juste pour faire le buzz et me dire oh j'ai arrêté le porno, c'est vraiment parce que je voulais le faire, je l'ai fait et du coup je partage l'expérience. Donc c'est aussi des fois c'est pas vraiment des compétences, mais c'est plutôt des défis pour le coup, où là ça m'apporte énormément parce que c'est le truc que j'avais vraiment envie de faire, quoi. Ouais, je vois, chaque compétence a son lot de particularités, quoi. Ouais. Alors j'ai encore une dernière question à te poser pour cette première vidéo. Mais restez bien jusqu'au bout, puisque ça c'est vraiment le truc de youtubeur. Restez bien jusqu'au bout. Bon, déjà là, on est à la fin de la vidéo, ça fait déjà pas mal de temps.
Mais voilà, restez bien jusqu'au bout parce qu'il y aura une deuxième partie à cette interview et on va en parler dans quelques instants. Mais juste avant, j'aimerais te poser une question du coup. Si là, c'est une question que j'adore poser. Si là maintenant, tu peux t'adresser à l'humanité entière pendant 1 minute, quel message souhaites-tu faire passer au vu de tes connaissances, de ton parcours de vie, de tes succès, de tes échecs, de tes regrets, de tes fiertés? Quelle est la chose la plus importante que tu as à partager au monde en 1 minute? Tu peux prendre le temps, tu n'es pas obligé de répondre du tac au tac. Beaucoup de pression sur les épaules d'un petit être humain. Imagine, tu as quelqu'un que tu aimes dans ta famille, par exemple, qui est assez jeune, je sais pas, il a 15 ans ou 10 ans, et tu as quelque chose, peut-être 15 ans, que ça parle à tout le monde, même aux adultes, et tu peux lui laisser un message comme ça, être en 1 minute sur ton parcours de vie, ce que tu as appris, ce que tu as compris. Là, à l'heure qu'il est, tu vois, à l'heure actuelle, parce que bien sûr, tu vas encore évoluer, ta vision du monde va changer, mais... Ne pas se laisser enfermer dans une vision classique de l'existence, c'est-à-dire trouver un travail, faire des études, sortir assez rapidement de ce schéma-là pour se poser la question de qu'est-ce qu'on a vraiment envie de faire. Si c'est la question liée à l'épanouissement, pour moi c'est vraiment la base. Tu peux pas te lancer dans la vie sans te poser la question, tu vois. Sinon, si tu te la poses à 40 ans, il est déjà un peu tard. Même s'il n'est jamais trop tard, bien sûr. Mais c'est quand même mieux de se poser ça assez tôt. Et ensuite, en fonction de la réponse, de vraiment agir dessus, quoi. Donc si tu te dis, ok, on me dit de faire ça, on me dit de faire ce métier-là, de faire cette voie, de faire des maths, parce que les maths, c'est la voie qui touche tous les métiers. Ça, c'est le truc que j'ai tout le temps entendu au lycée. Et, moi, j'ai eu 6 sur 20 de moyenne en maths pendant très longtemps et j'ai réussi à avoir une bonne note au lycée, mais moi, ça me saoule un peu ce genre de truc. En fait, peu importe ton âge et peu importe ta situation, en fait, c'est ta vie, ça reste ta vie, même si tu es jeune. Et c'est à toi de décider qu'est-ce que tu as envie de faire. Et ça peut aussi prendre du temps, c'est pas grave si c'est pas tout de suite, tu vois. Moi, ça m'a pris. J'ai commencé ma chaîne en 2016, donc j'étais pas non plus tout jeune. Donc voilà, c'est suivre ce truc-là de qu'est-ce que j'ai vraiment envie de faire et vraiment agir dessus. Et voilà quoi. Et sauver la planète. Super. On mettra d'ailleurs le lien en haut de ta dernière vidéo. Yes. Ce que je dis souvent, c'est on est peut-être la personne la plus passionnée au monde par le parapente, par la plongée sous-marine, par la cuisine moléculaire ou la photo, mais si on n'a jamais essayé, on ne le saura jamais. Donc c'est ce que je trouve génial en fait avec ta chaîne, c'est que tu te lances des défis, tu découvres plein de domaines et puis tu vois, tu nous parlais de la langue des signes, ça t'a marqué, tu aurais presque tout lâché pour ça d'après ce que tu nous as dit et je trouve ça génial quoi. Je trouve ça génial et très inspirant. C'est pour ça que j'ai choisi de t'interviewer. C'est un plaisir. Donc comme je vous l'ai dit précédemment, nous on va rester ensemble, on va tourner une suite à cette vidéo où Guillaume va nous partager des conseils pour apprendre plus rapidement. Donc là, il est en train de se dire putain qu'est-ce que je vais leur apprendre du coup. Il me demande des trucs. Très bien. Donc voilà, si vous voulez voir la prochaine vidéo, vous savez ce qu'il vous reste à faire, hein, tout le monde vous le dit, c'est de s'abonner. Merci à vous et je vous dis à bientôt sur la chaîne Évoluons ensemble.